Bienvenue dans le sommet Chemin de liberté, marcher vers soi et vers les autres. Un chemin énergétique, un chemin transformateur de 5 jours en compagnie de conférenciers, conférencières qui ont choisi de partager leur propre chemin, de partager leur aventure, de partager leur savoir pour participer à l'expansion du monde. Je suis Hélène, je suis accompagnatrice en montagne et professeure de yoga. Et j'accompagne des femmes et des hommes à se reconnecter avec eux-mêmes, à se reconnecter avec la nature à travers la marche et le yoga. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Perrine Rambaud, qui est aussi une marcheuse, qui est une grande aventurière aussi. Et donc, Perrine, je t'ai rencontrée virtuellement sur Instagram. Et puis j'ai été voir ton site et j'ai beaucoup aimé ce que tu proposes, ce que tu fais, toute l'énergie que tu dégages et toutes les aventures que tu as pu faire, hein, que tu as pu vivre. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter pour partager tout ça avec le plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, tu es coach, hein, tu accompagnes des gens du monde entier. Tu écris aussi un livre en ce moment et récemment, tu es parti marcher sur le Pacific Crest Trail aux États-Unis. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans ta vie. Donc, peut-être que tu peux nous en parler, peut-être que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup pour ton invitation et bonjour à tous et à toutes. Et en effet, on me pose souvent cette question de comment tu fais pour marcher plus de 4000 km pendant 150 jours de la frontière canadienne à la frontière mexicaine. Et à chaque fois, ma réponse est un peu décevante pour les personnes puisque je leur dis un pas à la fois et un jour à la fois. Et dans leur regard, en fait, ce que je lis, c'est quoi? Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un secret, il n'y a pas. En fait, les personnes aimeraient que je sois différente d'eux, que je sois super sportive, que j'ai un super ADN. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous prouver, de vous montrer quel a été mon chemin. Alors évidemment, c'est le mien. Il n'y a pas une méthode à nouveau qui soit à répliquer. Mais pour moi, en fait, il y a eu beaucoup d'obstacles à dépasser et de difficultés, de doutes. Je ne me suis pas levée un matin en disant je vais en Californie et je pars marcher sur le PCT, le Pacific Crest Trail. Donc, pour illustrer tout ça, je vais vous amener avec moi en voyage. Allons au Maroc. C'est février 2014 et c'est mon premier trek en itinérance. Donc, je pars pour 2 semaines avec un guide local, Marfoud, que j'adore. Contactez-moi si vous voulez ses coordonnées. Mon copain de l'époque et on passe une semaine dans l'Anti-Atlas qui donc est au sud du Haut-Atlas et juste avant les dunes, donc c'est déjà désertique et on va comme ça d'oasis en oasis tous les jours. Et ensuite sur la fin on arrive du côté des dunes et le dernier soir je monte pieds nus parce qu'en plus j'ai marché pieds nus pendant la journée, j'ai des douleurs au tendon d'Achille. Bref, je monte sur cette dune qui crisse sous mes pas. Le soleil est en train de se coucher comme ça à l'horizon. Et donc, au fur et à mesure que je monte en haut de la dune, je vois le soleil de plus en plus grand, mais qui décline en même temps et qui grossit. Et je m'installe comme ça et je regarde à 360 degrés. Et je suis vraiment submergée par cette beauté, par ce calme, par cette chance que j'ai de me trouver là. Que mon corps m'ait amené jusqu'ici, malgré voilà, la petite douleur, etc. Peu importe, je suis tellement heureuse d'avoir enfin réalisé ce premier trek et de voir comme c'est libérateur, comme c'est apaisant en fait de ne faire que se lever, marcher, manger, se reposer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le fait d'être avec des animaux aussi, donc des mules dans l'Anti-Atlas et des dromadaires là dans le désert, ça a aussi un côté que je trouve fascinant parce que ça nous remet vraiment face à la simplicité de notre existence. Et voilà, je suis vraiment profondément nourrie par tout ça.
Et c'est ce temps infini aussi de contemplation, c'est-à-dire que pendant la journée, j'observe, je m'émerveille dès qu'on arrive près d'un village de voir un champ d'orge avec en fin du vert. Les amandiers sont en fleurs. Enfin voilà, il y a tout ça toute cette magie qui me nourrit profondément. Et là, dans les dunes, je me demande où est la vie qui est en fait cachée. Je sais qu'il y a des animaux, mais je ne les vois pas. Tout ce que je vois, c'est du sable, le ciel, l'infini. Et en regardant tout ça, je me dis à quoi ça ressemblerait un désert bleu, un désert aquatique, un désert liquide. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire dans le désert, c'est marcher avec des ressources qui sont limitées. S'il n'y a pas d'eau, on a un problème. La nourriture, on l'emporte avec nous, on ne peut pas en trouver sur place. Et d'après moi, la traversée d'un océan comme l'Atlantique, c'est un peu la même idée. Il n'y a pas de retour en arrière parce que le vent pousse dans un sens. L'eau potable est limitée puisqu'on la prend avec nous. Et la nourriture, c'est la même chose. Donc, s'ouvre en fait devant moi, avec cette immensité et cet infini, monte en moi cette idée, s'ouvre un peu les possibilités. Ça fait des années que j'écoute des émissions de radio, notamment Allô la planète pour ceux qui connaissent, où des voyageurs appellent et racontent à l'antenne où ils sont, ce qu'ils font partout dans le monde. Et je sais qu'il y a des équipiers, donc des gens comme vous et moi, et je dis équipiers, en fait, il y a des voyageurs qui cherchent à embarquer sur des voiliers et accompagner des capitaines pour traverser l'Atlantique, puisqu'en fait, il faut être sur le pont 24 heures sur 24, donc avoir des personnes avec lesquelles alterner, c'est indispensable. Et comme pour nous en ce moment dans le désert, c'est absolument indispensable de bien s'entendre. Et s'il y a la moindre problème, s'il y a une tempête, il faut se débrouiller par soi-même. Il n'y a pas d'aide possible. On n'est pas dans cette vie civilisée où on appuie un bouton, on appelle quelqu'un et on est secouru ou on a de l'aide. Voilà, on est vraiment seul face à soi-même. Il n'y a pas YouTube non plus, n'est-ce pas? Il n'y a pas Google. Donc voilà, je suis vraiment dans cet espace-là d'infini qui me renvoie en fait à cet infini qu'on a en soi et que je n'ai pas l'impression d'exprimer dans ma vie. Et donc, pour toi, ce voyage au Maroc, là, ça a été un peu le voyage initiatique qui t'a amené à ce goût du trekking. Et donc après, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi? Parce que tu as dit que c'était 2 semaines en fait C'est ça. Dans ta vie, une parenthèse de 2 semaines dans ta vie. Donc après, tu rentres. Qu'est-ce qui se passe? Tu reprends ton travail? Voilà. Qu'est-ce que tu... La question, c'est est-ce que je poursuis ce voyage ou est-ce que ça reste juste une parenthèse et une retraite? Et d'ailleurs, quand tu me dis ça, ça me fait penser que pour moi aussi, le désert, quand tu dis initiatique, ça me fait penser, il y a l'alchimiste de Paulo Coelho qui se passe dans le désert. Et j'ai pensé à autre chose, Le Petit Prince. En fait, le désert, c'est aussi, je pense, quelque chose qui m'appelait énormément. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais le désert m'avait vraiment appelé. C'est-à-dire que j'avais envie de partir marcher et j'ai commandé un catalogue d'Atalante ou je ne sais plus qui, ou Alibert. Et c'est vraiment le désert. Voilà, j'aurais pu aller marcher dans les Alpes, j'aurais pu aller marcher dans les Pyrénées, je n'étais pas loin. Mais j'avais vraiment ce goût, cette envie, cet appel que j'imagine. Enfin, voilà, il n'y avait pas de mots, mais ça résonnait. En fait, ce n'était pas la raison, c'était la résonance. Donc, je sentais cet appel. Donc, la question, c'est en rentrant, est-ce que je vais poursuivre? Eh bien non. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous donner encore tout. Je vais vous amener 2 ans plus tard, en 2016, dans une cabane de Nouvelle-Zélande. Venez avec moi, on est sur une île, et j'écris à la bougie dans mon petit carnet. Mon ego trouve qu'écrire de la poésie est présomptueux, que je ne sais pas dessiner, que j'ai tort de ne rien faire de productif, de ne pas travailler, de ne pas rentrer dans le rang. Ça fait 1 an, Perrine. Il est temps de te mettre au travail. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire professionnellement. Quel irresponsable! Alors j'écris de la poésie. Ici, mon ego ne m'atteint pas. Il ne m'atteint plus. Ici, les éclairages font chatoyer les feuilles humides. Les arbres crissent, un tronc contre l'autre. L'eau court et dévale les pentes. Les cailloux tanguent sous mes pas. Les vagues roulent et s'écrasent sur le rivage. Le vent pousse les nuages. La brise frise mes mèches rebelles. Le crachin mouille mes joues rougies. Kiwis et chevreuils ont imprimé le sable. J'appose mes empreintes.
à côté des leurs. Nous partageons cette plage déserte comme un secret. Un arc-en-ciel illumine le ciel électrique soudain. Je suis le seul être humain à assister au spectacle. Sacré Vénarde, encore, toujours. Je suis le sentier, ces triangles orange cloués au tronc d'arbre. Les myromésanges me suivent de fougère en fougère, sautillantes, curieuses, bienveillantes. J'évite la boue, enfin j'essaye, j'extirpe mes pieds du bourbier. Soudain, le voilà, le panneau qui indique la prochaine cabane. Elle n'est plus qu'à quelques minutes de marche, mais chaque jour, cette joie mêlée avec cette espèce de regret. Déjà, je suis heureuse d'arriver, mais je crains que le silence ne se rompe. Espérons que la cabane soit vide. Je n'ai pas encore assez profité de ma retraite. Toute ma vie, j'ai été au contact de mes semblables. J'ai même activement recherché leur compagnie, leur approbation, leur avis, leurs conseils et leur amour. Ici, je suis au contact avec l'univers, avec Dame Nature, qui, elle, n'est pas silencieuse. Son langage, par contre, est murmure. Sa conversation est apaisante, réjouissante, encourageante. Le bush, la plage, le vent, les vagues, la pluie, les oiseaux, les branches, la boue, tous m'invitent au dialogue. Un dialogue avec ma voix intérieure, tue, diminuée et rendue inaudible par mes distractions humaines. Vivre dehors pour que s'exprime ce qui réside en dedans, ma voix intérieure. Elle sait. Mes rencontres, mes lectures, mes aventures, tout se croise, se complète, converge. Le puzzle s'assemble et de plus en plus, il me ressemble. Alors ça, c'est mars 2016. Le Maroc, c'était février 2014. Ça fait 1 an que je voyage en mars 2016. Donc, je suis partie en mars 2015. Entre les deux, l'effondrement. Entre les deux, je reviens en France. J'ai pris 15 jours de congé. Je m'étais arrachée pour avoir ces 2 semaines. Et quand je reviens, personne n'a fait mon travail, parce qu'on est une équipe de 6 personnes. Et bon, ben voilà, personne n'a traité mes mails, personne n'a avancé sur mes projets. Et comme j'ai une responsable avec qui je ne peux pas, dont je ne peux pas obtenir de soutien, c'est du micromanagement, c'est limite du harcèlement, enfin c'est du harcèlement, mais je ne m'en rends pas compte, donc je reprends, je cravache, j'ai ce sens des responsabilités, à cœur vaillant, rien d'impossible, j'y vais à fond, et je ne vois absolument pas les signes que m'envoie mon corps, puisque, par contraste avec ce que je viens de vous lire, je ne suis pas en contact avec mon corps. C'est-à-dire que quand je suis dans le désert au Maroc, je m'autorise à sentir tout ça, je me sens présente, je suis là, mais dans ma vie quotidienne, mon cerveau tourne en boucle, je cours d'un endroit à l'autre, j'ai envie de faire des milliers de choses parce qu'en fait, au fond, en moi, il y a quelque chose qui n'est pas rempli, qui n'est pas nourri. Et donc voilà, cette résistance au travail fait que dans ma vie privée, je ne dis jamais non à des invitations, je fais du théâtre, je fais de la danse, j'ai plein d'activités et je ne sais pas, je ne vois pas que j'ai besoin de m'arrêter, de me poser seule, au calme. Et d'ailleurs, je pense que j'ai extrêmement peur de la solitude. Et c'est pour ça que la marche en Nouvelle-Zélande ou dans le désert sont si nourrissantes pour moi. Je pense que je suis devenue extravertie socialement parce que c'est ce qui est valorisé dans notre société, mais qu'au fond de moi, je suis certainement très introvertie. J'ai besoin de ce temps de création, de créativité, d'écriture, d'aspiration par la lecture aussi. J'ai envie d'apprendre à dessiner. Il y a plein de choses que j'ai envie d'explorer et je ne me l'autorise pas. Donc cet effondrement, c'est vraiment le marche ou crève qui mène à un corps qui se met en grève et qui dit, tu t'y prends comme un pied, stop, c'est fini. C'est ton corps qui est génial, en fait, pour toi, en fait. Exactement, c'est le corps qui te dit, c'est toi qui as été aux commandes là pendant tout ce temps, maintenant c'est fini, tu t'y prends comme un pied, on va tous y passer. Donc stop. Et en fait, le corps, de toute façon, il n'a pas le choix parce que j'ai vraiment zéro du jour au lendemain. Je suis incapable de me lever avant l'après-midi à 18h. J'ai pas faim, je dors pas, j'arrive pas à calmer mon mental. Je suis extrêmement en colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes collègues, de ma chef, de tout le monde, en fait, parce que personne ne m'a prévenu. Alors qu'en fait, je pense qu'on m'a certainement prévenu en me disant, Périne, je sais pas comment tu fais, t'es incroyable, moi je serais déjà partie. Enfin, j'avais quand même des remarques, mais évidemment, je n'étais pas capable de les entendre.
Et donc, je pense que dans cette période un peu de retrait du monde, parce qu'il y a cette honte aussi qui est énorme, alors que je tombe un peu ce que j'appelle un puits sans fond, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va jamais toucher le fond. C'est qu'on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Alors que je tombe comme ça dans ce puits sans fond, je me dis, en fait, peut-être que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si j'avais toujours eu, j'avais continué la carrière, les résultats, enfin, si tout allait bien, en fait, tout simplement, jamais je n'aurais osé devant les personnes qui me voient et qui me disent, enfin, qui pensent que j'ai réussi dans la vie, alors qu'en fait, oui, peut-être, mais pas ma vie. J'aurais pas osé assumer pleinement cette envie de voyage. D'ailleurs, pour être tout à fait transparente, avant le Maroc 2014, j'avais très envie de partir. Et j'avais demandé à ma chef une rupture conventionnelle qui m'avait dit non, et c'est mon orgueil qui m'a fait rester, puisqu'il était hors de question que je démissionne. Donc, en fait, il y a même plus que le Maroc, mais voilà. Donc, j'avais vraiment cette envie très présente, mais je n'étais pas capable de sortir de mes peurs, donc la peur de manquer d'argent, la peur du regard des autres, la peur de voyager seule, et ainsi de suite, en fait. Tout ce qu'on ne connaît pas, on pense que c'est pire. Donc, à moins d'être mis, dans mon cas, mise face au mur et de ne pas avoir le choix, il était certain que je n'allais pas commencer à chercher un travail en étant dans cet état de fatigue infinie. Donc, pas le choix. Pas le choix que d'écouter mes rêves. Marche et rêve, et non plus marche ou crève. Donc, enfin, en mars 2015, je me sens un peu plus en forme et je commence à marcher, je voyage seule. Et c'est intéressant parce que de la même manière que la vie peut nous resservir un peu le même plat quand on ne comprend pas, en fait, la vie me met face à mes propres peurs dès le début. C'est-à-dire que je vais être seule avec mon petit sac à dos et je rencontre un homme qui voyage aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui voyagent ensemble en se rencontrant en voyage. Mais bon, un homme... que tu mais mon connais pas, intuition... dans Ouais, un endroit que tu exactement. connais pas. Je le rencontre, pour être tout à fait exact, Agrigente, c'est la vallée des temples en Sicile. Il commence à faire nuit. Moi, je suis en train de prendre des photos de temples avec la lumière qui se projette sur le calcaire. Je pensais du calcaire, une pierre un petit peu qui devient orange. Et il me dit, est-ce que, en anglais, would you like me to take a picture of you? Est-ce que tu veux que je prenne une photo de toi? Et je suis là, l'approche, enfin voilà. Le juge, tu vois, le juge ment, qui me dit, ah là là. Je dis, bon allez, pourquoi pas. Et puis, on commence à parler, à marcher ensemble. Et c'est moi qui lui dis, mais écoute, la personne chez qui je loge m'a recommandé une pizzeria. Si tu veux, on a qu'à aller à la pizzeria ensemble. Et c'est ce qu'on fait. Et il me raconte son tour du monde, ses voyages, etc. Je me dis, ben voilà, si on repense à l'alchimiste, à la légende personnelle, je rencontre un peu la première personne qui me met encore plus sur le chemin et qui m'aide à construire mon muscle de la confiance. Et à tel point que du coup, le lendemain matin, il est toujours très soft. Je ne l'ai pas dit, hein, mais il le sent. Il me dit, je m'en vais à 13h. Il avait une voiture. Je m'en vais à 13h, si tu veux me rejoindre, viens avec moi. Et puis j'ai commencé à regarder des hébergements pour avoir une chambre avec 2 lits jumeaux. Et on fait ça, on voyage pendant 2 jours ensemble, il ne se passe rien, en tout bien, tout honneur, et c'est super sympa. C'est juste un peu gênant pour moi que les gens imaginent qu'on est un couple, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est vraiment chouette, et puis je prends confiance en fait au fur et à mesure. Et ça se poursuit en fait sur les prochains chapitres, jusqu'à ce que je prenne mon permis vacances-travail et que je parte en Nouvelle-Zélande avec ce but de passer une année complète pour être. Donc sortir du faire et être pendant 1 an, être moi. Il y a un travail là de qui suis-je, dans quelle étagère, qui veux-je être, n'est-ce pas? Et la technique pour ça, et qui m'aide aussi à calmer cette peur aussi de l'argent, de ne plus avoir de revenus, c'est de rejoindre des personnes contre le gîte et le couvert. Ce qui veut dire que je sais où je loge, je n'ai pas besoin de changer de lieu tous les soirs, comme si j'étais backpackeuse en auberge de jeunesse. Je reste chez des gens pendant 6 semaines et je les aide à ce dont ils ont besoin. Donc, j'ai été fille au père, j'ai aidé un apiculteur et on allait dans les marchés aussi ensemble. J'ai peint des maisons, j'ai aidé dans un café et aussi pour un mariage. J'ai traité des vaches, tondu des moutons, j'ai aidé à un camp de voile, je me suis occupée d'un Airbnb. Peu importe, tout ce qui m'appelait, je disais oui, ça me plaît, je reste, ça me plaît pas, je m'en vais. Et en général, je restais à peu près 6 semaines. Et puis, je sentais en fait venir en moi, à chaque fois, il y a tout ça qui remontait de
ben voilà, je pense que c'est un peu la fin du chapitre. Et à partir du moment où j'avais cette pensée, ce sentiment de c'est le moment d'aller tester autre chose, soit quelqu'un me contactait via le site que j'utilisais, soit en fait, je faisais une recherche, puis boum, il y avait quelque chose qui apparaissait. Enfin, les choses se faisaient naturellement, simplement. Ça glissait, ça coulait. Plus j'étais moi, plus ça marchait. Au début, les autres, j'ai eu une expérience qui était un peu bof. Et puis en fait, plus j'ai été sincère sur ce que j'attendais, plus ça marchait. Donc je pense qu'il y avait vraiment les deux, être honnête, sincère, mais aussi savoir au fond de moi ce que j'attendais. Et être à l'écoute aussi des signes de ton corps, de ton cœur aussi, pour le moment où tu restes, où tu pars. Ouais, non, exact. Et il y a des fois où j'ai pas senti les choses et derrière, j'ai eu la preuve que c'était pour quelque chose de mieux. En tout cas, quelque chose s'est produit qui était ah ben voilà, je suis contente, je sais. Merci mon corps, tu es mon meilleur ami. Enfin, je le vois, enfin, je le sais. Et donc, j'ai vraiment cette période de reconstruction, j'ai envie de redire, de retour à l'équilibre, de revenir à une relation apaisée entre moi et moi. Et j'arrive donc sur cette île au sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande où je rejoins un capitaine parce que j'ai ce rêve de traverser l'Atlantique. Et donc, je me mets quand même en marche vers lui. Je marche, je rêve, je marche, je rêve. Et il me dit, le capitaine, pour le prochain voyage, je ne sais pas si c'est dans 1 ou 2 semaines, mais prends le sac de couchage et dirige-toi vers tel endroit. Tu as de fortes chances de voir un kiwi en liberté. Et alors, moi, je n'avais jamais, toute seule à part au Maroc, fait de trek en itinérance. Et là, en fait, je n'ai pas le choix. J'ai que 6 jours devant moi parce qu'au cas où ce soit la semaine d'après, il faut qu'il interroge sa femme. Bref, j'ai 6 jours. C'est maintenant ou c'est jamais. Et pendant des années, j'ai attendu d'être avec les bonnes personnes pour pouvoir, parce que j'osais pas y aller seule. J'ai vécu 2 ans et demi en Suisse, j'ai jamais randonné seule, alors que j'aurais très bien pu juste y aller une fois et voir. Et donc, me voilà partie. En plus, je vais voir les rangers qui me disent « Ah là là, le temps va être mauvais, si tu veux voir la vue depuis tel endroit, le sommet qui s'appelle Rocky Mountain, il faut que tu partes demain, mais du coup en bateau-taxi, comme ça tu économises 2 jours de marche. » Ok. Donc, me voilà avec mon sac à dos que je remplis à craquer de nourriture. J'ai presque 11 kilos de nourriture. Alors après, mon sac à dos est très petit. Le sac de couchage, je ne sais pas comment le faire rentrer parce que ce n'est pas un sac de petit volume. Donc en fait, je l'entortille autour du sac comme ça en utilisant les trappes sur le côté. Je mets ma housse de pluie par-dessus parce que il pleut tout le temps. Mais j'y vais. Et tant mieux. J'arrive donc dans la première cabane, mon sac est tellement lourd, je pose mon sac pour monter à ce fameux Rocky Mountain. Il y a 3 Américains qui sont là, qui jouent de la musique reggae. Et je me dis, oh là là, je voulais de la solitude. Et ben voilà. Mais c'est pas grave, voilà, je pose mon sac, je mange un peu, je discute avec eux parce que plus je mange, moins lourd sera mon sac, n'est-ce pas? J'ai déjà connu ça, ouais. Ouais, t'es d'accord? J'ai mangé des trucs. J'ai commencé par les pommes. C'était le plus lourd, je pense. Pommes, bananes. Ouais, non, c'était dingue. J'avais un chou-fleur, j'avais du chou. En fait, le capitaine m'avait donné ce qui lui restait. Il m'avait donné 1,5 kg de pain. Enfin, voilà, le pain, je ne l'ai même pas mangé. Je leur ai donné. Ils se sont fait du pain perdu. C'était très content. Et donc, voilà. Donc, ma première expérience, c'est vraiment ça. C'est la lourdeur du sac. Et comme on dit, on transporte ses angoisses avec soi. Mais voilà, je monte. J'ai cette vue qui est extraordinaire. Je vois vraiment, en fait, tout le inlet, je pense qu'en français, ça s'appelle une anse. Enfin, voilà, je vois tout l'estuaire d'une certaine façon de l'île. En fait, cette île-là, il y a un village, et puis après, c'est que du parc naturel. Et les endroits où on avait passé la nuit avec les jeunes, et je vois de l'autre côté les dunes, là où je me dirige, un méga nuage qui est en train de cracher entre les deux. Enfin, voilà, je suis dans le contexte. Il pleut, il y a du vent, enfin bon, bref. Je redescends, je prends mon sac, et je continue. Mais honnêtement, mais qu'est-ce que c'est lourd. J'ai beau mettre tout le poids sur les hanches, voilà. Donc, à tel point qu'à un moment, je m'arrête à nouveau contre un tronc d'arbre, près d'un ruisseau. Il fait à peu près sec. Et je mange à nouveau une pomme. Et quand je me réveille, il y a une biche qui est juste là, en train de me regarder, de m'observer, à quelques pas. Hein. Vraiment pas inquiète. Et je me sens tellement privilégiée. Et voilà, je sais que j'ai raison. Je sais que c'est ça que je veux. Et donc, je continue. Je vais raccourcir un peu l'histoire, mais le texte que je vous ai lu, c'est la semaine suivante. Donc, en fait, j'ai une 2e semaine. Et autant cette semaine-là a été... j'étais pas complètement seule parce qu'en fait, donc, il y a ces Californiens. Et en fait, 2 d'entre eux repartent par le bateau-taxi et me laissent seule avec le 3e, qui est aujourd'hui mon mari.
Il y avait anguille sous roche, ils avaient préparé leur truc tous les deux. Moi, j'étais absolument pas intéressée. Moi, c'était moi, seule, mon truc, etc. Donc, voilà, j'étais un peu déçue par le fait que j'avais pas complètement été seule. Mais en même temps, je pense que c'est toujours la même chose. C'était bien d'être avec quelqu'un d'autre. Honnêtement, le retour, c'était que de la boue, des glissades, des arbres en travers. Donc, c'était sympa quand même d'être à deux. Mais la deuxième semaine, c'est vraiment la mienne. Et la deuxième semaine, c'est vraiment ça. C'est, je pars plus tard. Si jamais il y a des gens dans la cabane, je prends vraiment mon temps. Enfin, je me lève pour le coup de lever de soleil. Après, je retourne lire. Puis après, je prends mon petit déjeuner quand tout le monde est parti. Je lis ou j'écris ou je dessine. Enfin, je prends mon temps. Et après, je marche toute seule. Enfin, je trouve vraiment mon rythme, ma présence au monde. Et voilà, comme toujours, les pensées qui se vident. Je suis bien dans mes bottes. Je suis bien là où je suis et j'ai envie de continuer. À tel point que d'ailleurs, mon capitaine m'avait proposé de me mettre en contact avec des personnes qui partaient vers Vanuatu, qui était un grand rêve pour moi, qu'il est toujours d'ailleurs. Et je me dis, bah non, c'est pas le moment en fait. J'ai pas envie de quitter la Nouvelle-Zélande après seulement 6 mois, 7 mois. Ça va être bientôt l'hiver et je veux aller dans le Fiordland, qui est un endroit où il pleut encore plus. Il pleut, je crois, 6 mètres d'eau enfin 6 000 millimètres de pluie par an. Londres et Paris, c'est 600, quoi. Donc, mais c'est pas grave, je me sens puissant, je me sens capable. Quand je reviens de ma première semaine, je sens vraiment les muscles dans les jambes, au niveau, alors avec le sac, au niveau des hanches et des, comment ça s'appelle, ça a un nom, les obliques. Voilà, ça c'est extrêmement renforcé. Et là, je comprends, mon corps est une machine. Mon corps, si je ne lui donne pas de l'exercice, évidemment qu'il ne pourra pas le faire. Mais mon corps peut prouver à ma tête qu'il est capable. Donc voilà, tout ça, ça me nourrit, ça me donne vraiment cette confiance en moi. Voilà, la confiance, elle vient par l'expérience. Et je sens que je peux faire plus, à tel point que je regarde Stewart Island, cette île où je me trouvais, et je me dis, c'est dommage, si j'avais su que j'avais 15 jours, j'aurais pu faire tout le tour. Mais il ne faut pas brûler les étapes, un pas à la fois. Et voilà, et ces 10 jours-là, je vais les faire plus tard, et voilà, et tout se passe très bien. J'avais peur de me blesser parce que donc voilà le talon d'Achille au Maroc. Avant ça, à La Réunion, j'avais aussi beaucoup, ou même quand je courais, des problèmes aux genoux. Même dans mon adolescence, j'avais des douleurs aux genoux du patinage artistique. Enfin, l'histoire qu'on se raconte dans sa tête, en fait, c'est très souvent ça qui nous empêche à y aller, alors qu'en fait, il suffit d'y aller et puis après, on trouve les solutions au fur et à mesure. Et donc, je pense que là, ça nous amène au Pacific Crest Trail. Je ne peux pas vraiment parler du Pacific Crest Trail sans parler de la voile, d'avoir donc rejoint les capitaines un à la fois, après avoir traversé l'Atlantique, d'avoir postulé pour faire participer à ce rallye à vélo solaire. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des muscles, c'est à nouveau des étapes qui m'ont aidé à assumer de rêver en fait plus grand. C'est-à-dire que à ce moment-là, en Nouvelle-Zélande, même si j'aime marcher 4270 km pendant 5 à 6 mois et en essayant d'arriver suffisamment tôt pour ne pas avoir la neige dans l'état de Washington, ça me paraît dingue. C'est-à-dire que si on fait le calcul, c'est des distances de dingue. Et est-ce qu'il y a vraiment un plaisir? Tu peux peut-être expliquer ce que c'est, un tout petit peu, parce que moi, avant de lire ton site internet, je n'avais jamais entendu parler de ce chemin. Donc, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, en fait, le Pacific Crest Trail, c'est un National Scenic Trail pour les Américains. Les Américains, ils ont 3 sentiers de randonnée qui sont... qui ont le statut, en fait, c'est des GR, mais ils sont juste immenses. Donc, il y a le Appalachian Trail, le Continental Divide et, je ne sais pas les traduire en français, le Pacific Crest Trail, je pense qu'il s'appelle le sentier des crêtes du Pacifique. Alors, c'est drôle parce que moi, la première fois que j'ai entendu Pacifique, je me dis « Oh, génial !» J'ai grandi en Normandie, j'adore le chemin des douaniers. Super, je vais être au bord de l'eau de la mer. Tout le temps. Non, on est sur la montagne tout le temps. On commence dans le désert. Il y a des sections où il y a plus de 25 miles, donc 40 km sans eau. Ensuite, on arrive dans la Sierra Nevada, qui est avec Mount Whitney, le plus haut sommet des États-Unis quand on exclut l'Alaska, donc les 48 États du nord, du continentaux, on va dire, métropole. Donc la Sierra, en fait, en général, elle est enneigée quand on arrive, mais bon, nous, on a commencé au mois de mai, donc on n'a pas eu de neige, très peu, elle avait déjà fondu. Et ensuite, l'État de l'Oregon, donc la Californie, il y a déjà 1600 miles, donc je ne sais pas vous le dire en kilomètres, mais 1600 miles de Californie et après 500 à peu près. Et l'Oregon, on l'a traversé en un mois, Washington aussi, mais voilà, au début, il faut que le corps s'habitue.
Dès le 9e jour, je me retrouve avec des périostites tibiales. Et là, comme je disais en fait juste avant, il faut écouter le corps, il faut le comprendre, il faut en prendre soin. J'ai pas le choix, soit je continue, marche ou crève, et du coup, il n'y a plus de projet et on va pas jusqu'au bout. Soit je trouve des solutions. Et avant de vous parler de ça, peut-être qu'il faudrait que j'explique que le Pacific Crest Trail, donc c'était un rêve de Nate, mon mari, qui donc, lui, est de Californie, qui en a entendu parler depuis toujours. Et le fait que tous les deux, on fasse... Donc, il m'a rejoint sur la Transat. En fait, ce qui s'est passé, alors c'est intéressant parce que c'est toujours les vieux schémas, comme pour mon retour du Maroc, quand je rencontre Nate en Nouvelle-Zélande, moi je continue pendant 6 mois, puis je le rejoins en Californie, et on va en France voir ma famille, et moi je reviens dans ce truc de « Ok, ça fait 1 an et demi, il est temps que tu te reconvertisses puisque tu sais que tu ne veux pas repartir dans ce que tu faisais, etc. » Et un jour, il me dit « Mais Perrine, depuis que je t'ai rencontrée, tu me parles de traverser l'Atlantique. Tu veux le faire, oui ou non ?» La réponse, c'est oui. Mais dans mon crâne, je me suis mis en tête, voilà, j'ai le mec, je me suis amusée, c'est bon, maintenant, on retourne dans la vie normale. Et en fait, c'est pas une vie qui m'attire ou qui m'intéresse. Il faut que j'assume ça. Oui, je l'ai vécu, oui, je sais le faire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Je pense que là-dessus aussi, le burn-out, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que quand on voit qu'on peut tout perdre au niveau énergétique, on comprend qu'on peut aussi mourir. Il y a aussi eu un épisode en Nouvelle-Zélande où je me faisais emporter par les vagues et j'étais pas sûre de revenir. Et d'ailleurs, qui était là pour venir m'encourager ? Nate. Oh, je l'ai dit, je pensais pas aller là-dedans, mais voilà, j'ai raconté un peu l'histoire du sauveteur. Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à lui après ce qui s'était produit, n'est-ce pas ? Et donc voilà, donc on fait la traversée atlantique, on revient et on se dit, oh là là, quelle est la prochaine aventure sur la boutade ? Et on parle avec un ami à ce moment-là. Et moi, je dis, pourquoi pas le Stone Trip ? Et si on postule pas, on le fera pas. Si on demande pas, c'est toujours non. Donc je postule. Et en fait, on est accepté. Donc on a fait ça. Et on rigole après avec Nate en disant, bon, voilà, ça fait 2 rêves pour moi. Quel est le tien ? Et là, il réfléchit. Il dit, le Pacific Crest Trail. Et moi, depuis le début, je lui dis, oui, avec des mules, quoi. J'ai pas envie de porter un sac, de faire... Et puis, petit à petit, en fait, on se rend compte que c'est faisable à pied, rien qu'avec un petit sac à dos. Et voilà, donc en fait, c'est son rêve à lui. Et moi, quand je me blesse à ce 9e jour, c'est certainement aussi parce que je veux aller aussi vite que lui. Je veux qu'on le fasse ensemble, c'est son rêve. Mais j'ai oublié que, en fait, si moi, j'avance pas, ça sert à rien. Il y a une phrase dans l'univers de la rando longue distance aux États-Unis qui est « hike your own hike », qui veut dire « randonne ta propre rando ». Et on en rigole parce qu'il dit en fait, pour moi, je randonne au rythme de ma femme, quoi. Sauf que voilà, si on le fait à 2, il faut qu'on y aille dans des conditions qui nous vont bien à tous les 2. Donc moi, je m'arrête, je regarde, j'observe. Donc j'aime beaucoup cet acronyme aux États-Unis, STOP. S pour stop, s'arrêter. Think, donc réfléchir. O, observe. P, planning, donc observer et planifier. Et donc je regarde en fait tout ce que j'ai fait faux. Pas assez boire, la position dans mes chaussures, j'achète des semelles. M'hydrater, me masser. Je trouve aussi des straps qui permettent aussi de réduire l'inflammation. En clair, je deviens mon propre thérapeute parce que je peux sortir et le médecin va me dire il faut s'arrêter 3 semaines, ou je peux comprendre ce qui se passe et je peux mieux marcher. Une chose que je faisais déjà, mais qu'on m'a recommandé aussi, c'est vraiment sentir les 3 appuis entre le talon, le petit orteil, le gros orteil. Vraiment être présent, ça marche tout simplement. En fait, c'est des choses basiques, quoi. C'est juste être présent, être là et être dans le mouvement tel qu'on est, quoi. Donc vous dire que c'était la seule chose, non, j'ai eu des périostites tout le long, donc à chaque fois parce que je ne m'étirais pas assez, parce que je ne me reposais pas assez. Donc vraiment oser dire là j'ai besoin qu'on s'arrête. Et enfin, j'ai eu aussi des problèmes de nerfs sciatiques, etc. Mais j'avais une personne avec qui on marchait au même rythme qui me racontait les muscles, qui m'expliquait en touchant l'endroit où j'avais mal, qui me disait peut-être qu'en fait là c'est parce qu'à tel endroit tu t'es pas étiré, ou dors sur ta boule en liège à tel endroit. Et en fait, petit à petit, voilà, cette confiance cette bonne intelligence entre mon corps et mon esprit, ça fonctionnait très bien. Et donc tous les matins, on se lève, tous les matins, on marche. On avance, on recule, on avance, on avance, on se repose, on avance, on se repose. On recule pour aller chercher l'eau, une fois qu'on a traversé la rivière. Mais voilà. Non, vraiment génial. Et donc, cette pleine présence, quoi. Et donc, le début, c'est vraiment, on lutte encore avec le corps, mais une fois que le corps s'est ajusté, on a l'espace mental génial. Et moi, c'était vraiment super important pour
cerveau qui mouline beaucoup pour tous les projets que j'ai, que ce soit mon projet d'écriture ou le coaching. Enfin, j'écoute tout le temps des podcasts, des livres. Enfin, je suis vraiment très curieuse, intéressée, passionnée. Mais pouvoir sortir pendant 5 mois de ce qui me pesait, entre guillemets, enfin, ce que j'avais là en tête, et me dire, ben voilà, j'y touche pas et je n'écoute rien que la nature. Ça, c'était juste génial. Parce qu'en fait, plus on marche, plus on vide ses pensées, plus on se sent vivant, plus on marche, plus on renforce son corps de toute façon, plus on marche, plus on est présent, et plus on marche, plus on est émerveillé, plus on se remplit, et plus on sent qu'on est vraiment connecté à cette terre-mère, quoi. On est des bipèdes pour une raison, quoi. Quand on est assis, on ne ressent pas ça, en fait. Donc, vraiment, voilà, ce côté de ne faire plus qu'un, ce que j'écrivais certainement en Nouvelle-Zélande aussi, toutes les rencontres, les nuages, les animaux. Moi, j'ai ce moment incroyable à Yosemite, ou Yosemite en français, où je suis en train de filtrer de l'eau, je suis au bord de la rivière, et j'entends un splash. Donc évidemment, si j'avais les écouteurs, vous n'aurez pas entendu. Et je vois 4 biches comme ça qui avancent vers le côté opposé de la rivière, enfin, de l'autre côté de celui duquel je me trouve. Et au milieu, il y a une sorte de petite île. Et j'ai l'impression que c'est un loup. Et le loup me regarde. Et bon, là, je réfléchis, je me dis, ah non, j'ai entendu un ranger justement cet après-midi qui disait qu'il n'y avait plus de loups, qu'il n'y avait que des coyotes ici. Les loups, il n'y a pas de couple en Californie. Mais peu importe. Il me regarde comme ça, il se bloque, et il se passe tellement de choses entre nous deux dans le regard. Il sent que voilà, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de menace. Et puis il replonge, et puis il part sur la berge, et du coup, moi, je me lève et je le suis un petit peu, je suis curieuse, mais je le suis, moi, je reste sur le sentier et j'espère le revoir. Et là, il y a tout un train humain qui arrive avec la musique à fond. Lucy in the sky with diamonds. Je suis, non, mais... J'avais complètement cramé mon truc, là, mon moment de connexion intense avec ce pauvre coyote qui a certainement essayé d'aller bouleter les jeunes chevreuils, là, et qui s'est fait chasser. C'était son déjeuner. Ouais. Mais c'était impressionnant, à part ça, de voir les 4 biches comme ça, ou chevrettes plutôt, femelles chevreuils, qui l'ont coursé vraiment, et qui sont restées sur la berge tout le long pour s'assurer qu'il n'allait pas revenir. Et après, elles sont reparties aussi vite qu'elles étaient venues. Ouais. Donc voilà, donc ces moments-là sont juste extraordinaires, et voilà, donc c'est profondément nourrissant. Et qu'est-ce que, de toutes tes expériences, là, parce que tu as quand même vécu beaucoup de différentes aventures, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne, enfin, ton message pour nous? Oui. Alors c'est intéressant que tu dis pour nous, parce que à nouveau il y a cette distance un petit peu, j'en plaisantais avec ma mère, parce qu'elle me disait du coup il faut avoir fait tout ce que tu as fait pour aller marcher. Non, évidemment que non. Oui, mais justement, mon chemin, c'est peut-être ça le message. Ouais. Voilà, mon chemin c'est le mien, donc en fait ce qu'il faut juste c'est commencer. Comme je disais, quand j'étais en Suisse, j'ai pas osé partir seule. Déjà, ne serait-ce que partir un peu seule, si c'est ce qu'on veut faire. Après, si c'est juste aller marcher autour de chez soi et qu'on le fait déjà, c'est très bien. Je veux dire, moi j'aime beaucoup en tout cas ce message de on est une civilisation assise, et on n'a pas besoin de plus d'exercice, on a besoin de plus marcher, on a besoin de plus de mouvement, on a besoin de réenclencher. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle debout, parce que j'essaie d'être le plus debout possible. Au niveau cardiovasculaire, il faut qu'on actionne la pompe pour la circulation sanguine. Et quand on est assis, on se coupe de ça. On se coupe de l'énergie du sol, ça je pense que c'est vrai aussi. Et il y a aussi une histoire au niveau mental, et dans le lobe, je ne sais plus lequel, enfin bref, ça affine la membrane, ce qui fait que ça joue sur notre mémoire. C'est bizarre, il y a beaucoup d'Alzheimer. Ça joue sur la mémoire, la créativité. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement quand on marche. On le ressent, nous, les marcheurs. C'est prouvé scientifiquement. Qu'est-ce qu'on attend de plus que d'y aller, quoi. Donc y aller petit à son niveau, etc. Mais ne pas oublier qu'on est des machines à endurance. Nos corps sont vraiment construits pour faire ça. Moi, je ne pensais pas. Et alors, c'est intéressant, on m'a fait cette remarque en France. Aux États-Unis, on ne l'aurait pas faite. Mais tu es capable, tu as déjà marché plus de 25 km par jour, 35, je ne sais plus. Et jusque-là, c'est vrai qu'avec Nate, on avait fait, parce qu'on était mal préparés, 90 km en 4 jours, et c'était Yosemite à nouveau, donc c'était vraiment, ça montait, ça descendait à fond. Mais non, on ne l'avait pas fait, mais c'est la confiance de se dire que le corps va trouver son rythme sans brûler les étapes. Et sur la fin, on a fini avec la neige du côté de Washington, 3 jours de pluie, du froid, etc. Comme les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas en fait rentrer au Canada pour en sortir. Il fallait qu'on revienne
je ne sais plus si c'est 15 miles, enfin bon, voilà, 25 km en arrière pour retrouver une route gravillonnée. Donc, on ne sait même pas si on va trouver une voiture. Bref, vraiment le outdoor dans sa quintessence, n'est-ce pas? Et ce jour-là, on a fait 35 miles. Je ne sais pas, ça fait peut-être 60 km. C'est beaucoup. 55, j'ai aucune idée. C'est énorme. Et, mais le corps, il continue. Mm. Et d'ailleurs, il nous neigeait dessus, etc. Du coup, on s'est arrêté. Il y avait des gens qui avaient déjà planté leur tente. On s'est arrêté parce qu'on les connaissait. Mais moi, j'avais presque envie de continuer à marcher malgré la neige. On avait de la neige sur nos ponchos. On s'arrêtait, on se la secouait. Nate, il avait fait pousser sa barbe. À un moment, il voulait m'embrasser en se retournant. Je disais non, je te touche pas là. Il était tout livré. Pour lui, c'était isolant, mais pour moi, ça n'aurait pas été. Donc voilà, pour revenir à mon idée, voilà, le corps peut faire mais tellement plus. Et en fait, on ne l'exploite pas. Et moins on l'exploite, moins on le ressent. Plus on le met en mouvement, plus on lui fait confiance, plus on fait confiance au corps, plus lui nous fait confiance. Enfin, c'est une relation vraiment de bonne intelligence entre les deux. Et voilà, se faire confiance, laisser émerger la petite voix. Donc, que le rêve soit petit ou grand, peu importe. S'il est grand, le couper en petits morceaux. Mais n'oubliez pas la règle des 5% de Mike Horn. On a besoin de 5% des réponses pour se mettre en marche. Et ensuite, les 95%, ils viennent au fur et à mesure du chemin. Et c'est vrai, quand je vous parle, par exemple, de la peur d'être seule en tant que femme, je rencontre cet homme. C'est vrai pour plein de choses. C'est vrai quand je rencontre des capitaines à la voile et que je prends confiance en moi, parce qu'évidemment, j'apprends. Et puis après, j'arrive aux Canaries. C'est la première fois que je traverse depuis l'Espagne, 6 jours donc de désert liquide extraordinaire. On n'est que 2 à bord, on se relaie toutes les 3 heures. Je suis mon propre capitaine, je suis capable. Et j'arrive aux Canaries et je prends l'apéro avec des gens qui vont traverser. Je n'ai pas encore trouvé mon capitaine, mais je fais partie des leurs. Et je ne suis plus en train d'écouter les gens qui ne savent pas, qui me projettent leurs propres anxiétés ou craintes. Je suis vraiment avec des personnes qui savent. Donc, en fait, s'entourer aussi des personnes qui sont les plus, je ne vais pas dire pertinents, mais bon, voilà, les proches, c'est bien de leur en parler. Mais surtout, ne pas attendre que ce soit eux qui nous donnent la validation. La validation, elle vient de l'intérieur. La confiance se construit à l'intérieur. Donc voilà, les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment ça, c'est commencer petit, mais commencer. Et surtout, voilà, quand on veut faire un truc grand comme ça, moi, la traversée de l'Atlantique, c'était vraiment un truc qu'il fallait que je proclame pour oser y aller. En fait, d'une certaine façon, brûler mes bateaux. L'image de brûler les bateaux, c'est, il y a plusieurs possibilités de ça s'attribuer autant à l'art de la guerre qu'à des Grecs et à des Romains, mais c'est quand on part en guerre et qu'on prend un territoire, on accoste, on brûle les bateaux. Comme ça, les personnes, les guerriers qui sont en train d'arriver, savent que le seul chemin, c'est devant. Et ça marche aussi super bien. C'est-à-dire que si on engage un peu son orgueil, son voilà, et on n'a pas le choix que d'aller jusqu'au bout. Donc ça, moi, ça a beaucoup marché pour moi aussi. C'est un peu pareil pour mon écriture de livre. Au début, je l'écrivais un peu dans mon coin, je n'osais pas trop en parler, puis j'ai commencé à répondre à des podcasts. Et voilà, plus je dis que j'écris un livre, plus ça me nourrit aussi parce que j'ai des personnes qui sont intéressées par mon histoire qui me posent des questions. Quand je fais des interviews, ça affine ce que j'ai envie de dire. En fait, on ne se fait pas tout seul. Jamais. Et on peut... Voilà, j'ai beau aspirer à ma solitude. Le voyage, c'est vraiment ça. C'est se rencontrer à travers les autres. Et toute interaction humaine est la même chose. C'est pareil, si on considère que mon livre est un voyage, que ce sommet pour toi est un voyage, on apprend en connectant avec d'autres personnes, en échangeant. Et puis après, on garde ce qu'on a envie de garder, on jette le reste, c'est pas grave. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'avais fait un petit enregistrement avant, je l'ai proposé à une dizaine de personnes qui m'ont toutes fait des retours finalement contradictoires. Mais c'est pas grave, ça m'a permis à moi de savoir vraiment, vraiment ce qui comptait. Ça m'a permis de vraiment, vraiment comprendre pourquoi j'avais envie de parler de désert. Pourquoi, voilà. Donc en fait, ça met les choses en place, tant la marche que l'échange avec les autres. Mais voilà, marcher. Allez-y. Marcher, exactement. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Si vous avez mal, vous rentrez, voilà, c'est pas grave, il n'y a rien de perdu, quoi. Ouais. Et tu parlais justement de ton livre. Donc, en ce moment, tu as des actualités, tu as d'autres projets par rapport à la fois tes aventures, tes rêves et aussi par rapport à ton travail aussi. Oui, alors 2022, c'est donc terminer le livre. Alors, je vais vous dire honnêtement, je fais des relectures sans arrêt. Donc là, j'ai vraiment envie d'aller voir des agents, des maisons d'édition pour avoir aussi un retour professionnel. Parce que, encore une fois, voilà, dans mon coin, ça pourrait durer des années. Ça d'ailleurs dure des années. Donc le but du livre, c'est vraiment de montrer ma reconstruction du burn-out jusqu'à, pas forcément aujourd'hui, mais jusqu'à trouver cet espace où tout est possible.
et après l'incarner dans sa propre vie, de comment je choisis une autre route et en même temps je montre le chemin. Et très logiquement, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui cherchent aussi à se retrouver, qui n'ont pas besoin de faire le tour du monde, qui n'ont pas besoin de se faire peur à la voile, qui ont juste besoin de retrouver ce chemin vers leur intuition par des outils qui peuvent être évidemment physique, la marche, ça en fait partie, méditation, il y a plein de choses, mais aussi le questionnement. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai découvert, c'est que je ne m'étais jamais posé de questions. Quand le burn-out arrive, je ne me suis jamais posé la question. Mon job m'attendait à la fin de mes études. J'avais un copain. Bon, bref, en clair, tout roulait. Pourquoi dire non? Pourquoi choisir autre chose alors que la voie était toute tracée? J'avais suivi l'autoroute alors qu'en fait, j'avais toujours eu envie de chemin. Donc, c'est vraiment par rapport à soi-même comprendre ce qui nous anime, ce qui nous plaît, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos qualités. Arrêter d'essayer de corriger une faiblesse, mais vraiment capitaliser sur nos forces. Donc voilà, c'est ce type de travail-là qu'on fait en coaching, de vraiment creuser derrière les peurs, derrière nos pensées limitantes, on en a tous, hein, pour avancer, prendre confiance, un pas après l'autre, voilà, se mettre un petit peu en danger, un petit peu plus en danger, se rendre compte que en fait, la peur, elle n'était pas justifiée, que très souvent, et je dirais même dans 99% des cas, la peur, en fait, elle nous montre le chemin. La peur, elle est en fait en train de nous montrer, elle nous cache, enfin, en fait, c'est la porte face à plus de possibilités, à plus de joie, à plus de nous. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ouais, enfin, je pense que tout le monde a un exemple. Là, il n'y en a pas un qui me vient. Si ce n'est que si, j'avais très peur de traverser l'Atlantique à la voile. Et puis, en fait, je le referai tous les ans quand je parle de retraite dans mon poème. Voilà, ce côté de pouvoir se retirer du monde et d'y revenir, c'est ça ma vie aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui le font, qui peuvent le créer. Donc, si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, on le dessine, on l'organise et on trouve son propre équilibre. Parfois, c'est inconfortable, d'ailleurs, très souvent, puisque on ne rentre pas dans des cases. Mais par contre, de l'autre côté, le fait d'être pleinement soi et de pleinement faire ce dont on a envie, c'est un carburant de dingue, quoi. On est vraiment dans cette joie, dans cette gratitude. L'aventure continue, quoi. On rencontre tout le temps des gens. Enfin, dès qu'on trace son propre chemin, il y a beaucoup plus de jungle. Il y a beaucoup plus de diversité que le bureau gris, la chaise grise, la voiture grise. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à les actualités. Après, des sentiers, des idées, mais il n'y a rien de précis pour l'instant. Il y a très souvent les gens, alors ça c'est intéressant, une peur commune, c'est « Ah, mais quand je rentre du sentier ». Alors oui, ce sera inconfortable, c'est vrai, je suis passée par là aussi. Mais là, rentrer du PCT, moi, j'étais très bien. C'est-à-dire que j'étais très heureuse de revenir à mon bureau, j'étais très heureuse de revenir à mes clients, j'étais très heureuse de revenir à mon livre. J'aime vraiment vivre cette vie de chapitre. Et en fait, pour moi, le PCT n'est pas une fuite d'une vie à laquelle je résistais. Ça, c'est fini pour moi, en fait. Et voilà, donc ça, c'est intéressant. Les gens, très souvent, sont en anticipation de « après, ça va être pire ». Non, non, parce qu'en fait, la personne que tu es aujourd'hui est différente de la personne que tu seras à la fin. Et donc, à la fin, tu trouveras d'autres solutions. Tu verras d'autres horizons que tu ne vois pas encore aujourd'hui. D'où l'intérêt de partir. Complètement, ouais. De se mettre en chemin. Voilà, partir, pas forcément, de se mettre en chemin. Oui. Le chemin, il est autant intérieur que voilà. Et moi, mon blog, c'est Le plus beau voyage. Et c'est vraiment ça que je veux dire. Le plus beau voyage, c'est la vie. On n'en fait qu'un. C'est pas 15 jours par an. C'est pas dans un pays exotique. C'est là, maintenant, en mon fort intérieur. Et le monde, je le crée autour de moi, en fait. Ouais. C'est tellement beau. Tellement plein d'espoir et d'ouverture. Ouais. Et alors, j'ai envie de te dire, de te donner la parole pour peut-être le mot de la fin, si ça va pour toi, à moins que tu aies encore beaucoup plein de choses à dire, ou sûrement encore beaucoup. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Ouais. Si tu as un mot. veux un seul mot? Non, pas un seul mot, mais l'idée du mot de la fin, une phrase, quelque chose de vraiment de... Peut-être qui est la chose la plus importante pour toi. Dans la même veine, je dirais, il y a deux trucs. Enfin, il y a déjà un pas après l'autre, mais surtout, je pense que envie. Dans envie, moi, je vois deux mots. C'est-à-dire que quand on a envie, très souvent derrière, si on se met en marche vers cette envie, on se sent encore plus vivant. Et après, donc, on arrive sur le petit pas, c'est-à-dire que plus je suis mes envies, plus j'y crois, plus je me sens bien, et plus après, je pousse. Et sortir de l'idée que le pire va arriver. Ça, c'est aussi une pensée limitante que j'avais en voyageant. J'avais tellement de chance, ça allait s'arrêter, et en fait, ma chance ne s'arrête jamais. Parce qu'on l'a créée en devenant plus nous-mêmes, en rayonnant autour de nous. Voilà, on sort de cette négativité, de cette position de victime que j'avais,
on sort de cette situation, on a l'impression qu'on est vraiment, qu'il n'y a que deux options. Enfin, pour moi, c'était soit elle perdait, soit je gagnais. Enfin, soit j'avais raison, soit elle avait tort. Et j'étais en train de dire les mêmes choses, c'est marrant, hein, peut-être qu'il y a des restes là. Donc voilà, soit je perds, soit je gagne, alors qu'en fait, c'est parfois je perds, mais en fait, j'apprends. Donc, c'est pas je perds vraiment. Parce que honnêtement, si j'avais continué pendant 8 ans dans cette situation-là, tout ça ne se serait mais jamais produit. Donc, merci Burnout. Courage à ceux qui le traversent en ce moment. Mais on en ressort vraiment grandi, quoi. Il faut juste accepter qu'il y a un passage à vide de dingue et garder confiance et recommencer à construire depuis l'intérieur. Et après s'ouvrir un peu plus au monde, mais vraiment recommencer à l'intérieur. Apprendre à dire moi je, et si c'est en moi, c'est qu'il y a une raison. Je vous donne la permission. Si c'est en vous, c'est génial, allez-y. Bon, super, voilà. Merci beaucoup Perrine pour tous ces partages et toutes ces beaux moments-là que tu as traversés, que tu nous as partagés. Et écoute, au plaisir de te rencontrer sur des chemins ou de partager des chemins avec toi, je ne sais pas. Merci beaucoup à toi et pour ce sommet au titre, voilà, j'ai hâte de découvrir les autres conférences. Ouais, ça va être génial. C'est libérateur, j'en suis certaine. Ouais. Et merci beaucoup et puis à bientôt. Merci.